Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très important, très intéressant. C'est le sujet de la paralysie cérébrale. Et on va parler un peu de l'examen clinique que doit subir l'enfant qui souffre de la paralysie cérébrale. Je vais vous citer les bilans kinésithérapiques qui doivent être effectués avant d'entamer le protocole de l'éducation thérapeutique. Alors, c'est quoi la paralysie cérébrale? Tout simplement, on a deux termes. On a la paralysie, qui veut dire le déficit moteur. On a cérébral. Cérébral, ça veut dire une lésion qui touche le cerveau, bien le cervelet, bien le tronc cérébral. Normalement, lorsqu'on parle de la paralysie cérébrale, on ne parle pas des maladies proprement dites, mais on parle d'un ensemble de signes. On parle d'un syndrome. C'est un ensemble de signes, c'est un ensemble des troubles neurologiques tels que les troubles de comportement, les troubles cognitifs, les troubles de la posture, les troubles moteurs, les troubles sensitifs, etc. Alors, en ce qui concerne l'étiologie, bien sûr, il y a plusieurs causes qui peuvent être derrière la paralysie cérébrale, telles que la prématurité, hein, ça veut dire la naissance avant le terme. On parle aussi de l'hyperthyroïdie chez la maman, l'ictère postnatal, euh, le saignement vaginal au cours de l'accouchement, euh, etc. Donc, il y a plusieurs causes. Et bien que la paralysie cérébrale soit souvent considérée comme un syndrome congénital, elle peut être également acquise, hein. On appelle une paralysie cérébrale acquise toute lésion cérébrale qui arrive après la naissance, et particulièrement avant l'âge de 2 ans et demi, 3 ans maximum. Pourquoi? Parce que la construction des cerveaux nécessite une période entre 2 ans et demi. D'accord? Raison pour laquelle il faut faire attention. Avant l'âge de 2 ans, il ne faut pas laisser l'enfant à l'exposition du soleil, par exemple. Là, donc, il faut éviter le risque d'avoir une modification de la morphologie du cerveau. Et cela, bien sûr, va laisser un handicap ça veut dire un retard psychomoteur, etc. D'accord? Donc, on a la paralysie cérébrale congénitale et on a la paralysie cérébrale acquise. Et parmi les causes de la paralysie cérébrale acquise, on a la méningite. Ah, vous connaissez la méningite? Donc, une inflammation des méninges. Les méninges qui sont en nombre de trois, ce sont des enveloppes qui couvrent le cerveau et la moelle épinière. On a la dermère, qui est la plus superficielle, qui est en contact direct avec le crâne. On a l'arachnoïde et on a la pimère. La pimère, c'est la plus profonde, qui est en contact direct avec le cerveau. D'accord? Donc, une inflammation à son niveau, c'est ce qu'on appelle la méningite. Et parfois, on trouve les signes de l'encéphalite qui accompagnent la méningite. Et là, on parle des méningoencéphalites. Quoi d'autre? Aussi, parmi les causes de la paralysie cérébrale acquise, c'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est quoi? Tout simplement, c'est un épanchement liquidien entre les deux dernières méninges. On a la dermère, l'arachnoïde et la pimère. Entre les deux dernières méninges, ça veut dire entre l'arachnoïde et la pimère, il y a un liquide qui est physiologique chez tout le monde. C'est ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. On dit LCR ou bien LCS, ça veut dire le liquide cérébrospinal. C'est un liquide qui est physiologique chez tout le monde, mais on parle des pathologies lorsqu'il y a une exagération de ce liquide, lorsqu'il y a un épanchement qui est très important, avec une quantité qui est très importante, qui dépasse la norme, une quantité des liquides céphalo-rachidiens entre l'arachnoïde et la pimère. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Donc, généralement, on a une paralysie cérébrale qui est congénitale et une paralysie cérébrale acquise qui arrive suite à une lésion cérébrale après la naissance. Alors, pour les formes cliniques, il y a 4 formes cliniques. Il y a les formes spastiques, et les formes ataxiques, et les formes dyskinétiques et les formes mixtes. Brièvement, on commence par les formes spastiques. Ce sont des formes qui se caractérisent par une spasticité, par une hypertonie. Et parmi ces formes, on trouve l'hémiplégie spastique infantile ou bien l'hémiplégie cérébrale infantile. Dans ce cas, le déficit moteur
s'installe juste au niveau d'un seul côté, soit le côté droit, bien le côté gauche. Alors, l'enfant, comment il se présente? Au niveau des membres supérieurs, on détecte euh, un fléchissement au niveau du coude et une pronation. Et pour le membre inférieur, on trouve, euh, ça veut dire une adduction et une rotation interne de la hanche. Donc, il y a des rétractions au niveau des abducteurs et au niveau des rotateurs internes. On trouve une bascule des bassins qui finit par une luxation de la hanche. Hein, il y a une grande probabilité d'avoir une luxation de la hanche. Et on trouve aussi une scoliose qui s'installe suite à une hypertonie des muscles des troncs. D'accord? Et il y a d'autres signes, des signes associés, euh, tels que l'apraxie et l'agnosie. D'accord? Euh, L'apraxie, c'est quoi? Ça veut dire une difficulté de réaliser les mouvements combinés. Et l'agnosie, on parle de l'agnosie lorsque le patient n'arrive pas à connaître les objets, que ce soit une agnosie qui est tactile ou bien une agnosie qui est visuelle, etc. D'accord? Brièvement, la deuxième forme spastique, c'est quoi? C'est la diplégie. La diplégie spastique. La diplégie, c'est quoi? C'est une atteinte qui est prédominante au niveau des membres inférieurs avec une hypertonie et un syndrome pyramidal. Hein, et bien sûr, pour confirmer le syndrome pyramidal, il suffit, euh, ça veut dire d'évaluer euh, le, le réflexe cutané plantaire. Le réflexe cutané plantaire, c'est ce qu'on appelle le signe de Babinski. D'accord? Donc, le signe de Babinski, s'il est positif, ça veut dire qu'il y a un syndrome pyramidal. Et s'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas un syndrome pyramidal. Le patient est normal. D'accord? Donc, on fait une légère stimulation au niveau de la plante du pied et on va voir la réaction. Si l'enfant réagit par une extension de la lyx et par un écartement et un éloignement des orteils, cela signifie que le signe de Babinski est positif et le patient présente un syndrome pyramidal. Et le contraire, hein, on dit que le signe de Babinski est négatif si l'enfant réagit par une flexion et un rapprochement des orteils après la stimulation. D'accord? Donc, le signe de Babinski va nous montrer et va nous confirmer le syndrome pyramidal. D'accord? Donc, la diplégie, il y a une atteinte qui est prédominante au niveau des membres inférieurs avec une hypertonie et un syndrome pyramidal. Et on trouve une atteinte qui est discrète au niveau des membres supérieurs avec une hypotonie et une faiblesse de la fonction antigravitaire, parce qu'il y a une faiblesse des muscles postérieurs, donc il y aura une faiblesse de la fonction antigravitaire. Pour l'hémiplégie, on a parlé de l'apraxie et de l'agnosie, et pour la diplégie, parmi les signes associés, c'est l'aphasie. L'aphasie et là, je parle de l'aphasie de Broca, parce qu'on a deux types, on a l'aphasie de Broca et on a l'aphasie de Wernicke, d'accord? L'aphasie de Broca se manifeste par des troubles de parole, des troubles d'expression, hein, et l'aphasie de Wernicke se manifeste par des troubles de compréhension. D'accord? Dans ce cas, on parle des troubles de la parole, des troubles d'expression. Ça veut dire une aphasie de Broca. Quoi d'autre? Aussi, parmi les formes spastiques qu'on a, c'est la quadriplégie. Comme son nom l'indique, la quadriplégie, ça veut dire qu'il y a une atteinte des quatre membres. On dit aussi une double hémiplégie. Hein, c'est une lésion cérébrale qui est bilatérale. Quoi d'autre? Aussi parmi les formes spastiques qu'on a, c'est la paraplégie. Hein, la paraplégie, c'est un déficit moteur qui touche la partie inférieure du corps, donc les deux jambes, et la partie inférieure du tronc. Et dans ce cas, on peut trouver les troubles sphinctériens. D'accord? Selon l'état de chaque patient, bien sûr. Et il y a aussi la monoplégie. Hein, la monoplégie, dans ce cas, le déficit moteur concerne un petit groupe musculaire, hein, un membre ou bien un segment des membres. D'accord? Donc, je récapitule pour les formes spastiques. On a l'hémiplégie spastique infantile, on a la diplégie, on a la quadriplégie, on a la paraplégie, on a la monoplégie. Aussi, parmi les formes cliniques de la paralysie cérébrale, ce sont les formes ataxiques.
Et lorsque je parle de l'ataxie, ça veut dire que le cervelet est touché. Hein. Donc, il y a une atteinte au niveau des cervelets ou bien au niveau des voies cérébelleuses. Et l'atteinte cérébelleuse, bien sûr, se manifeste par des ataxies, des troubles de coordination. On a l'ataxie cinétique, ça veut dire les troubles de coordination lors de la réalisation des gestes et des mouvements combinés. Hein, c'est comme la praxie. On a l'ataxie statique, ça veut dire les troubles de coordination et les troubles de l'équilibre en position debout. Hein, lorsque l'enfant se met en position debout, il n'arrive pas à maintenir son équilibre. Il a tendance à chuter et pour garder son équilibre, il essaie d'élargir le polygone de sustentation. D'accord? Il y a aussi les ataxies locomotrices. Les ataxies locomotrices sont liées par la marche, par la locomotion. D'accord? Donc, pour, pour l'ataxie locomotrice, en cas d'une atteinte cérébelleuse, le patient marche avec une boiterie. C'est une marche qui est dite pseudo-ébrieuse. Hein. Ça veut dire qu'il marche comme un ivre, comme quelqu'un qui a bu de l'alcool et il y a des oscillations à droite et à gauche. Donc, les deuxièmes formes cliniques, ce sont les formes ataxiques qui se caractérisent par une ataxie qui est due à une atteinte du cervelet ou bien des voies cérébelleuses. Quoi d'autre? On passe maintenant à la dyskinésie. Hein, la dyskinésie et la tétose. La dyskinésie, c'est quoi? Tout simplement, c'est un mouvement involontaire qui arrive et qui peut s'accentuer au cours d'un mouvement volontaire. Par exemple, quelqu'un qui est en train d'écrire, je parle en général, et pas seulement chez l'enfant, mais en général, en neurologie, lorsque je vois quelqu'un qui est en train d'écrire, il va prendre le stylo, il est en train d'écrire. Donc l'écriture, c'est un mouvement volontaire. D'accord? À ce moment, on trouve des mouvements involontaires au cours de ce mouvement volontaire. Comme par exemple le tremblement, comme les dystonies, comme les myoclonies, etc. D'accord? Et pour la tétose, les mouvements atétosiques, ce sont des mouvements qui sont longs, qui ne sont pas rapides, ce sont des mouvements longs, des mouvements qui sont involontaires, qui sont incontrôlables. Alors, le patient n'arrive pas à les contrôler. Et ce sont des mouvements qui arrivent au niveau des extrémités des membres, soit au niveau des mains, bien au niveau des pieds. D'accord? Donc, c'est ça en général, les formes dyskinétiques. Et dans ce cas, on peut trouver d'autres signes associés comme la dysarthrie et la dysphagie. La dysarthrie, ça veut dire une difficulté à articuler et la dysphagie, ça veut dire une difficulté à déglutir. Ce sont les troubles de la déglutition. D'accord? Donc, on a les formes spastiques, on a les formes dyskinétiques, on a les formes ataxiques et les formes mixtes. Les formes mixtes, comme son nom l'indique, il y a une association des différents signes cliniques. On trouve un enfant qui se présente, par exemple, avec une diplégie et en même temps, il est ataxique et il se présente avec une atétose. Donc, il y a une association des différents signes cliniques. Alors, brièvement, on pose la question maintenant. Comment se passe l'examen clinique de l'enfant qui souffre de la paralysie cérébrale? Quels sont les bilans qu'il faut les faire face à la paralysie cérébrale? Alors, euh, normalement, les cas se diffèrent. Chacun est différent à un autre, selon les signes cliniques et selon l'état des patients, etc. Donc, on fait un bilan qui est spécifique pour chaque patient. On commence par l'interrogatoire avec les parents. Donc, on doit savoir tous les détails concernant le malade dès la naissance jusqu'à la séance. On fait un bilan morphologique, hein, le bilan morphologique. D'une part, on cherche s'il y a des contractures musculaires, par exemple au niveau des adducteurs et au niveau du rotateur interne de la hanche. On trouve aussi des contractures au niveau des ischio-jambiers, etc. Et d'autre part, on fait un examen orthopédique en vue de détecter les principales déformations. D'accord? On commence par la colonne vertébrale. Donc, on doit examiner la colonne vertébrale. On cherche les déformations rachidiennes. On trouve par exemple une scoliose.
chez les hémiplégiques, une scoliose qui s'installe suite à euh, à une hypertonie des muscles du tronc. On trouve aussi, par exemple, une attitude symphotique en cas d'une diplégie. Hein. Euh, L'enfant qui se présente avec une diplégie, lors de la position assise, lorsqu'il se met en position assise, on détecte, juste par l'inspection, on voit une attitude symphotique euh, qui s'installe suite à un raccourcissement des ischio-jambiers. D'accord? Donc, on examine la colonne vertébrale, puis on cherche les déformations morphologiques qui s'installent au niveau des autres parties du corps, comme par exemple le pied équin, comme à l'extension au niveau de la hanche possible, etc. D'accord? À part le bilan morphologique, on fait un bilan neurologique. Le bilan neurologique, normalement, il se compose de plusieurs volets. On a la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde, qui est dite proprioceptive. On a la motricité, donc on a la sensibilité et la motricité. Ah, la motricité, ça veut dire le déficit moteur. Est-ce qu'il s'agit d'une hémiplégie, est-ce qu'il s'agit d'une quadriplégie, d'une monoplégie, etc. Et on fait le testing musculaire, ça c'est très important, parce que la motricité se fait par les muscles. Donc, il faut savoir l'état des muscles et il faut évaluer la force musculaire. Si on trouve une cotation 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de paralysie totale. Par contre, si on trouve une cotation qui est entre 2 de plus, cela signifie qu'il s'agit d'une paralysie qui est partielle. Ça veut dire une parésie. Donc, ce n'est pas la même chose. Même dans le protocole de la rééducation, l'hémiplégie, ce n'est pas comme l'hémiparésie. Donc, une paralysie totale, ce n'est pas comme une paralysie qui est partielle. Donc, on doit faire le testing musculaire, c'est très important. Et à chaque fois, on doit le refaire. Par exemple, après des séances, on doit refaire le testing musculaire pour suivre l'évolution de la maladie et voir s'il y a une évolution. D'accord? Et à chaque fois, on doit refaire le testing musculaire. Donc, on a la sensibilité, on a la motricité et il faut aussi évaluer la spasticité. La spasticité, ça veut dire la tonicité. On peut utiliser l'échelle d'Ashworth, ou bien l'échelle d'Ashworth étagée. Hein, l'échelle d'Ashworth qui se compose de 5 scores, de 0 à 4. 0, brièvement. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas une augmentation du tonus musculaire. D'accord? 1, il y a une légère augmentation du tonus musculaire qui se manifeste par un arc douloureux lorsque le membre est en flexion ou bien en extension. 2, ça veut dire qu'il y a une hypertonie qui est plus marquée, hein, une augmentation des tonus musculaires qui est plus marquée, mais l'enfant peut mobiliser son membre facilement. Et 3, ça veut dire qu'il y a une hypertonie qui est importante et il y a une difficulté, on n'arrive pas à mobiliser le membre passivement. Et même l'amplitude articulaire sera réduite. D'accord? Il y a 4, ça veut dire qu'il y a une hypertonie, il y a une rigidité, il y a une spasticité des muscles qu'on est en train de tester. D'accord? Donc, c'est une échelle, l'échelle d'Ashworth, qu'on peut l'utiliser pour évaluer la spasticité. D'accord? Quoi d'autre? Aussi, dans le bilan neurologique, on doit examiner les nerfs crâniens, ça c'est très important aussi. L'examen des nerfs crâniens, normalement, les médecins sont plus concernés par ce test. Les nerfs crâniens, comme par exemple le nerf optique, le nerf olfactif, le nerf vague, le nerf facial, le nerf hypoglosse, etc. Donc, normalement, les nerfs crâniens sont au nombre de 12 et chaque nerf crânien est responsable d'une fonction. Donc, pour examiner ce nerf, il suffit de voir la fonction de ce nerf. D'accord? Par exemple, lorsqu'on parle du nerf optique, c'est un nerf qui est responsable de la vision. Donc, il suffit d'envoyer l'enfant vers un ophtalmologue et ce dernier va faire l'acuité visuelle, il va faire des tests pour évaluer la vision de près et de loin et il va nous donner le résultat s'il y a une atteinte au niveau des nerfs optiques ou pas. D'accord? Le nerf olfactif, par exemple. Le nerf olfactif, c'est le premier nerf crânien. Donc, c'est un nerf qui est responsable de l'odorat. Donc, on va demander au patient de fermer les yeux et de fermer une narine et laisser l'autre. Et il doit être exposé
à des odeurs, comme par exemple le café, l'odeur des savons, l'odeur des parfums, par exemple, etc. Et il doit différencier entre les différentes odeurs. D'accord? Donc, c'est un test pour examiner le nerf olfactif. Donc, il faut évaluer les nerfs crâniens, ça c'est très important, et l'examen des nerfs crâniens est intégré dans le bilan neurologique. D'accord? Quoi d'autre? Aussi parmi les bilans qui doivent être effectués et les examens qu'il faut les faire dans le bilan neurologique, euh, c'est l'évaluation des réflexes, et surtout les réflexes ostéotendineux. Hein, les réflexes ostéotendineux, ça c'est très important. Par exemple, au niveau des membres supérieurs, on trouve le réflexe bicipétal, le réflexe tricipétal, le réflexe défléchisseur et le réflexe stylo-radial. Ce sont les plus importants. Au niveau des membres inférieurs, il y a le réflexe rotulien, ça veut dire le réflexe quadricipétal, il y a le réflexe achillien, etc. Donc, il faut évaluer ces réflexes. Ça, c'est très important. Euh, Par exemple, s'il y a une abolition des réflexes ostéotendineux, cela signifie automatiquement qu'il s'agit d'une paralysie qui est flasque. Par exemple, en cas d'une polyradiculonévrite, hein, bien ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré, pour le syndrome de Guillain-Barré, on trouve une paralysie qui est flasque, on trouve une hypotonie. Donc, automatiquement, lorsqu'on va tester, eh bien, on va évaluer euh, ça veut dire les réflexes ostéotendineux, on va trouver une abolition de ces réflexes. Par contre, si on trouve une exagération des réflexes ostéotendineux, cela signifie qu'il y a une spasticité et qu'il y a un syndrome pyramidal. D'accord? On peut confirmer le syndrome pyramidal juste par l'exagération des réflexes ostéotendineux. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'il y a une exagération des réflexes ostéotendineux, cela signifie qu'il y a une spasticité et qu'il y a un syndrome pyramidal. Et lorsqu'on trouve une abolition des réflexes ostéotendineux, cela signifie qu'il y a une plasticité, ça veut dire une paralysie qui est flasque. D'accord? Donc, dans le bilan neurologique, euh, on doit évaluer la sensibilité et la motricité. Hein, on fait le testing musculaire et aussi la spasticité, le bilan de la spasticité comme l'échelle d'Ashworth par exemple. Et aussi, il faut évaluer les nerfs crâniens, il faut examiner les nerfs crâniens, il faut évaluer les réflexes ostéotendineux. Et aussi, dans le bilan neurologique, on peut faire le bilan des signes associés et des troubles associés. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, les troubles associés, comme par exemple la praxie, comme la gnosie, comme l'aphasie, comme les ataxies, comme les tremblements, les myoclonies, etc. D'accord? Quoi d'autre? Donc, normalement, il y a pas mal de choses à vérifier dans le bilan neurologique et bien sûr, on fait un examen global en fonction de chaque patient. Aussi, parmi les bilans qu'il faut faire, c'est le bilan respiratoire. Ça, c'est très important aussi. Le bilan respiratoire, c'est normal parce qu'il y a une atteinte de la posture, il y a une syphose ou bien une scoliose et ça veut dire une atteinte des tonus musculaires des muscles du tronc. Cela va provoquer un syndrome restrictif, etc. Donc, on fait un bilan respiratoire. C'est très important parce qu'on fait un travail global et un bilan global. On doit examiner l'enfant dans sa totalité. D'accord? Pour le bilan respiratoire, on mesure par exemple l'ampliation thoracique. Euh, euh, Ça veut dire sous-axillaire, exiphoïdien et sous-mammaire. Et aussi, on cherche les signes fonctionnels, comme par exemple la toux, est-ce qu'il tousse ou pas, les expectorations, la coloration, est-ce que ce sont diurnes ou bien nocturnes ou bien toute la journée, etc. Est-ce qu'il y a de l'hémoptysie, ça veut dire est-ce que les sécrétions sont sanglantes, etc. D'accord? Quoi d'autre? À part le bilan respiratoire, on fait aussi euh, un bilan, euh, un bilan fonctionnel. Ça, c'est très important aussi, le bilan fonctionnel. Pour le kinésithérapeute, le souci, à part la sédation de la douleur, c'est la fonction. Il faut récupérer la fonction, la marche, l'équilibre, etc. D'accord? Le bilan fonctionnel, normalement, il porte sur la locomotion. Il faut voir la marche, comment il est, est-ce qu'il y a une batterie, etc.
sont détaillés, c'est très simple. Euh, il porte aussi sur les toilettes, sur l'habillage et le déshabillage, sur euh, sur les jeux, par exemple, d'accord? Il faut contrôler les sphinctres, parce qu'il y a des problèmes sphinctériens, des troubles sphinctériens, surtout en cas euh, d'une paraplégie, par exemple, parce qu'il y a une atteinte du dos membre inférieur et de la partie inférieure du tronc. Donc, dans la plupart des cas, on trouve des troubles sphinctériens, etc. Et aussi, il faut voir l'équilibre, hein, et aussi la fonction des membres supérieurs, c'est la préhension. Hein. Il faut évaluer les différentes prises possibles, les prises bidigitales, les prises tridigitales, quadridigitales et les prises palmaires. D'accord? Quoi d'autre? À part le bilan fonctionnel, moi je ne détaille pas bien sûr, je parle en général. On peut faire aussi le bilan psychomoteur. Hein, le bilan psychomoteur, donc le psychomotricien, bien le psychologue qui est concerné par ce bilan. D'accord. Donc, généralement, on examine notre patient dans la première séance et le bilan de l'enfant qui souffre de la paralysie cérébrale est comme l'éducation thérapeutique. C'est un travail qui est pluridisciplinaire. Toute l'équipe participe à ce bilan pour choisir la méthode la plus convenable et la plus pertinente. Je parle de la méthode de l'éducation thérapeutique qu'on va les voir par la suite.